Salut à tous, c'est Adrien, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle preview de la post-season de Dunk Hebdo, une preview qui va nous emmener en direction de la Floride aujourd'hui. Mais avant d'entrer dans les détails avec moi, c'est un camarade tout juste finaliste de la Coupe de France de football. On enregistre le soir même, oui. Je suis donc avec Constant. Comment ça va, Constant? Ça va, finaliste de Coupe de France, officiellement qualifié en play-off avec l'équipe du Thunder, donc tout va bien pour l'instant. Et puis ça fait plaisir, Adrien, que tu sois là spécialement pour cette équipe, puisque c'est quand même une équipe qui a bénéficié de deux de ses titulaires grâce à tes Bulls en plus, donc c'est très bien que tu sois là. C'est une équipe qui doit une partie de ses meilleurs joueurs, 40% de ses titulaires, à ce fameux deal de Nikola Vucevic. Donc écoute, c'est bien que tu sois là. Ouais, c'est sûr, un deal qui fait pas forcément l'unanimité côté Chicago, mais peut-être que de côté Orlando, on en est un peu plus content. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, mais je vais quand même rappeler le principe de nos previews donc de cette année. C'est un format quotidien, vous l'avez peut-être remarqué, où on revient sur donc la saison de l'équipe du jour sous forme de bilan, avant de se poser notamment les questions des raisons, on va dire des raisons majeures, des raisons principales qui feront que l'équipe n'ira pas au bout au titre cette année. Et on termine a priori sur quelques notes positives quand même, on n'est pas si cruel. Rappel aussi tout de même, parce que je ne l'ai pas fait la dernière fois, si vous découvrez Dunk Hebdo à l'occasion de ces previews, vous pouvez toujours nous rejoindre un peu partout sur les plateformes de podcast, sur YouTube, sur Twitter bien sûr, pour échanger avec nous. Et donc sans plus tarder, c'est le moment de les expliciter, d'expliciter l'équipe du jour, même si bon, on l'a beaucoup évoqué, puis ça doit être écrit en gros sur le titre de l'épisode. On va parler du Magic d'Orlando. Constant, je vais être honnête avec toi, nos auditeurs, même si je suis à la présentation aujourd'hui, Orlando, c'est pas forcément ils font pas partie des équipes que j'ai le plus regardé cette saison, notamment pour cause d'absence en début de saison de mon cher Markel Fultz. Mais justement, la première partie du podcast est là pour ça. A priori, le Magic, c'était pas forcément d'ailleurs une équipe aussi qu'on attendait, sur laquelle on pouvait compter pour être qualifié directement en playoff. Et pourtant, nous y voilà. Qu'est-ce qui s'est passé durant cette saison pour qu'on retrouve Orlando à la lutte même pour l'avantage du terrain à l'heure où on enregistre? Ouais, à la lutte pour l'avantage du terrain, voire même pour la troisième place, hein. Ils sont pas si loin de ça au moment où vous écoutez. Alors peut-être qu'au moment où vous écoutez, ils seront troisième ou alors ils seront un peu plus loin de Cleveland qui actuellement est troisième, mais ils sont à la lutte pour la troisième place. C'est une saison, on en avait parlé, j'en avais déjà parlé l'an dernier dans le dernier 4 quarts du Magic où j'avais dit qu'ils avaient très bien terminé la saison. Ils étaient, je sais plus, sur un bilan un peu plus de 50% sur la dernière moitié de saison l'an passé. Quand on faisait les previews, on disait bon, c'est une équipe qui va progresser dans la lignée de ce qu'on avait vu l'an dernier, qui va peut-être sur une belle saison viser le play-in, parce qu'on voit finalement l'over-under du côté de Vegas était à 37,5, donc Vegas, c'est un peu tous les observateurs s'attendaient à une équipe accrocheuse, un peu moyenne, qui dans un peu le marasme de la conférence S aurait pu accrocher accessoirement un play-in. Finalement, c'est pas du tout ce qui s'est passé. C'est une très bonne équipe, mais c'est une équipe qui a quand même vécu une partie de saison en 3 temps, j'ai envie de dire, avec un début de saison absolument exceptionnel. Ils sont en 16-7 sur les 23 premiers matchs. Ils étaient deuxième à égalité avec Milwaukee et juste derrière Boston sur la conférence Est, avec cette série de victoires de 8 matchs consécutifs, notamment sur la seconde partie du mois de novembre, où où ils tapent consécutivement Denver, même s'il me semble que c'est le match où Jokic se fait expulser, et Boston. Donc c'était vraiment le moment où on se disait le Magic resplendissant, le Magic, c'est vraiment la saison de l'éclosion pour tout ce groupe. Et puis ensuite, il y a eu un petit couac sur les 24 matchs d'après, ils sont en 8-16. Seulement le 23e bilan de la ligue. Il n'y a que des équipes du tanking, il y a que des équipes qui ont tanké en dessous d'eux, avec beaucoup plus de blessures, avec la blessure justement de Wendell Carter, l'ancien joueur des Bulls, qui a loupé un mois et demi, un petit peu de blessure pour Jonathan Isaac, un petit peu de blessure pour Franz Wagner, un petit peu de blessure pour Jalen Suggs. Voilà, beaucoup de blessures qui sont arrivées quasiment en même temps, ou alors de manière, quand elles n'étaient pas cumulées, elles étaient, on va dire, réparties de sorte à ce que quand Wendell Carter revient, c'est Jonathan Isaac qui est blessé. Il y a un road trip notamment qui se passe pas très bien du côté de la conférence Ouest, avec un match, je m'en souviens, c'est un des beaux matchs de la saison en double overtime à Sacramento, où ils font jouer 38 minutes de Trevelin Quinn, qui était leur two-way, et où Franz Wagner joue 5 minutes et Gary Harris 11 minutes, où les deux sortent sur blessure. Donc là, pour le coup, tu te rends compte que ça peut expliquer un petit peu les mauvaises performances, on va dire, du Magic sur ce laps de temps. Et puis, on arrive au break où ils sont en 30-25, il me semble. Donc, ils sont plutôt bien positionnés sans être resplendissants. Et puis, en sortie de break,
nouveau coup d'accélérateur, 14 victoires pour 6 défaites. C'est le 4e meilleur bilan de la ligue derrière Boston, Denver et OKC à égalité avec les Rockets sur la période. C'est devant Dallas, par exemple, qui est considéré comme l'équipe la plus haute en ce moment. Donc voilà, c'est vraiment un gros coup d'accélérateur avec une défense excellente puisque c'est la deuxième meilleure défense cette année, mais post-break, c'est la meilleure défense, avec un collectif vraiment qui a connu plein de bonnes choses. Il y a la saison All-Star de Paolo Banchero, il y a Franz Wagner qui, même si son efficacité au shoot, notamment à 3 points, a bien baissé par rapport à l'an dernier, apporte quand même un petit peu de scoring. Il y a la saison dans un registre qu'on n'attendait pas forcément, mais de l'éclosion pour Jalen Suggs, dans un profil très défensif, un des meilleurs défenseurs sur le point of attack, probablement au defensive à la fin de l'année. Et puis voilà, avec le banc, avec des Mo Wagner, avec des Joe Ingles, avec Jonathan Isaac, dont on parlera tout au long de cet épisode, parce que vraiment j'aime beaucoup Jonathan Isaac. Mais c'est une équipe avec une assise défensive. Jamal Mosley a fait du très bon boulot, et pour l'instant, c'est une équipe qui overachieve complètement son bilan, sa preview de début de saison, et qui est en course effectivement pour l'avantage du terrain au premier tour. Ouais, tu l'as dit, une équipe qui est dans une bonne dynamique. Je pense qu'on on va pouvoir y revenir, mais un peu plus tard, puisque le cœur des previews cette année, c'est plutôt les points faibles, j'ai envie de dire, des différentes équipes, et donc les points faibles du Magic pour aujourd'hui. Et justement, tu as commencé à évoquer certains noms. On va démarrer par les principaux, j'ai envie de dire les deux figures de proue du Magic de cette année, Paolo Banchero et Franz Wagner. Et c'est évidemment cette association des deux joueurs c'est un sujet de discussion assez récurrent chez Dunk Hebdo, notamment entre l'efficacité, la charge d'une attaque comme celle du Magic. Qu'est-ce que tu penses donc? Pourquoi est-ce que cette association pour toi est une des raisons qui font que ça va être compliqué pour le Magic? En fait, toute la problématique de ce Magic si on élargit un peu plus à un spectre un peu plus large, c'est vraiment le rating des titulaires par rapport aux autres équipes et aux autres stars des autres équipes. C'est-à-dire que le Magic est souvent une équipe qui remporte des matchs grâce à son banc. C'est un peu la méthode Memphis 2021-2022 quand ils font deuxième de conférence. C'est un peu la méthode qu'a eu le Jazz en première partie de saison avant de dilapider la moitié de son effectif et de tanker comme des gros porcs. Il y a des équipes comme ça qui sont très axées sur le starting five qui tient, et ensuite c'est le banc qui vient te démolir. Et si on prend le rating de Paolo Banchero et de Franz Wagner ensemble, les deux sur le parquet, le net rating est de 2.13, ce qui est bon mais pas excellent, surtout si on le compare aux autres duos, on va dire aux deux meilleurs joueurs des autres équipes en course pour les playoffs dans la conférence Ouest, puisque sans même citer évidemment Jason Tatum et Jaylen Brown ou Damian Lillard et Giannis, qui sont un peu les superstars, on va dire, et qui ont des net ratings très élevés lorsque les deux sont ensemble sur le parquet. Si on regarde Donovan Mitchell, Darius Garland, c'est au-dessus. Si on regarde Julius Randle et Jalen Brunson, c'est au-dessus, ils sont à 6. Si on regarde même Haliburton et Pascal Siakam, pour quand l'association marche pas tant que ça, elle est au-dessus aussi, elle est à 2,78. Si on regarde Miami, du coup, avec Bam Adebayo et Jimmy Butler, elle est à 4,95, donc c'est quand même 2 fois plus. Et Philly, c'est difficile de juger avec l'échantillon de minutes parce que Joel a très peu joué, mais si on avait pris Joel et Tyrese Maxey, ils auraient été à plus 14, donc là, pour le coup, ce serait parmi les meilleurs line-up de la ligue. Donc c'est sur ce point-là où je suis un petit peu craintif, dans le sens où c'est souvent le banc qui domine. Et le duel de superstars, on va dire, en tout cas le duel des deux meilleurs joueurs, si on le compare aux autres équipes de la conférence Est, et ben en fait ces deux meilleurs joueurs-là sont moins impactants sur le rayonnement collectif, on va dire, de leur équipe, sur la capacité à battre l'adversaire. Et c'est ça qui m'embête un petit peu. Je rajouterais une dernière stat en disant que lorsque Paolo Banchero et Franz Wagner sont sur le parquet, mais que Jonathan Isaac n'est pas sur le parquet, ça fait 1100 minutes, le net rating tombe à 0.33, donc quasi nul. Donc c'est un point où je me dis, attention, c'est une équipe qui profite beaucoup des bancs adverses pour piquer des ballons, pour faire des runs, et à partir du moment où les rotations vont être raccourcies, je me demande à quel point ça va tenir. Ouais, bah justement, c'est là un peu où je voulais t'emmener, parce que ça pose plusieurs questions, cette histoire. Alors déjà, comme tu l'as dit, la question de ces deux joueurs, il y a aussi celle qui revient un peu souvent, on en parle régulièrement chez Dunk Hebdo, celle des meilleurs joueurs sur le terrain. Dans le cas de séries de playoffs, c'est vrai que selon qui tu vas jouer, il n'y a pas beaucoup d'équipes où tu auras le meilleur joueur sur le terrain, même si
Tu as Paolo Banchero et Franz Wagner en même temps. Et la question des rotations, tu l'as dit, parce que pendant la saison, quand tu as fait le résumé, tu l'as rappelé, il y a eu pas mal de blessures, il n'y a pas eu pas mal de changements, donc forcément, dans les joueurs qui ont vu le terrain, on a eu une bonne période de Goka Bitadze, notamment en tant que pivot titulaire, mais dans un tout autre profil que Wendell Carter, qui a repris sa place, mais pour qui c'est un peu plus compliqué. Donc, ça pose aussi peut-être une question de où est-ce qu'on va arrêter les rotations en play-off, qui va voir le terrain, comment, et est-ce que justement on va pouvoir continuer de profiter, j'allais dire d'abuser, c'est peut-être un mot un peu fort, mais en tout cas de la différence de niveau entre justement les joueurs de banc, disons les deuxièmes à rentrer du côté du Magic par rapport à ceux des autres équipes qui, eux, a priori, ne verront pas le terrain si on parle, je sais pas, d'équipes comme Milwaukee, comme New York, qui vont raccourcir les rotations assez drastiquement, je pense, pendant ces playoffs, quoi. Oui, sachant que les rotations des Knicks sont déjà réduites drastiquement Oui, en c'est un saison petit peu régulière. Donc, ouais, voilà. Et plus les blessures qui font que c'est difficile de tourner à 10, on va dire, parce que déjà le nombre de joueurs disponibles est pas loin d'arriver déjà à 10. Non, mais après, au niveau des minutes, effectivement, c'est déjà sur la théorie du meilleur joueur, tu as raison d'en parler. Tu regardes toutes les potentielles confrontations de playoffs. Théoriquement, ils n'ont jamais le meilleur joueur. C'est-à-dire que de tous les joueurs de toutes les équipes qui peuvent potentiellement rencontrer au premier tour, je parle pas d'Atlanta, je parle pas de Chicago, qui même si c'est des équipes qui déjà, je ne crois pas, se qualifieront en playoff, au niveau des match-up et du seeding, c'est très improbable que le Magic rencontre une de ces deux équipes, mais Boston, voilà, ils n'auront pas le meilleur joueur, Milwaukee, ils n'auront pas le meilleur joueur. Cleveland, même si Donovan Mitchell est décevant sur les 2 dernières années en playoff, les 2 campagnes de playoff, ils n'auront pas le meilleur joueur non plus. Quatrième, c'est les Knicks, Jalen Brunson, ils n'auront pas le meilleur joueur. Sixième, Indiana, Siakam, enfin Haliburton, voire même Siakam peuvent être le meilleur joueur de la série. Et le septième, c'est playoff Jimmy Butler plus Bam Adebayo. Et huitième, c'est Joel Embiid qui fait son retour. Donc en fait, tu prends le top 8 de la conférence Est, c'est peut-être l'équipe, ou c'est même probablement l'équipe qui aura le moins bon joueur. En tout cas, leur meilleur joueur sera le moins bon joueur de toutes les équipes. Donc oui, c'est une question qu'on peut se poser au niveau du banc. Finalement, tu as raison, il y a eu beaucoup d'expérimentation dues aux blessures aussi, mais Jamal Mosley a plutôt coupé, on va dire, a plutôt fait un choix dans ses rotations avec le starting five, où parfois il y a eu un petit peu d'Anthony Black, mais on voit que Gary Harris est quand même assez solide au niveau de son poste de titulaire. Après, les rotations, c'est souvent du Joe Ingles, Cole Anthony, un petit peu de Mo Wagner, Jonathan Isaac, et du Caleb Houston, parfois du Goga Bitadze, du Anthony Black, mais c'est un peu plus réduit. Donc, c'est des situations où on va être curieux. Je vais vraiment surveiller ça parce que effectivement, c'est des équipes qui profitent beaucoup du banc et c'est des situations où ce Magic, défensivement, est encore plus excellent quand elle défend sur des bancs parce que le personnel est tellement défensif que tu as des situations où tu peux avoir Jonathan Isaac, Jalen Suggs défensivement sur des bancs adverses, sur des attaquants adverses. Donc, c'est vraiment très positif. Et quand ils vont, je sais pas, en cas de match-up, devoir attaquer sur des starting five, je suis un peu plus sceptique sur la capacité à être aussi bon défensivement, en tout cas à créer un tel écart par rapport aux autres. Tu offres une transition parfaite avec le deuxième point que tu voulais aborder aujourd'hui, puisque voilà, le Magic, bon, c'est un secret pour personne, c'est une équipe à identité défensive, hein, on va en reparler tout du long. Mais justement, l'interrogation d'après, c'est l'autre côté du terrain, parce qu'autant c'est une excellente défense, pardon, et du coup, forcément, autant c'est une attaque qui a plus de mal, notamment, et en particulier sur demi-terrain, tu voulais parler de ça. Ouais, c'est une attaque assez moyenne. Elle me fait penser aux grandes années d'OKC. Alors, je suis un petit peu biaisé pour la comparaison, mais aux grandes années d'OKC, c'est-à-dire une attaque élite, mais enfin une défense élite justement, mais une attaque pas terrible. Mais les années, c'est post-départ de Kevin Durant, c'est les 2-3 années avec Westbrook, franchise player avec Paul George, où c'était une très bonne défense, mais c'était une attaque vraiment horrible. En fait, ce qui me pose un peu problème avec ce Magic, c'est déjà, si on prend juste l'attaque sur demi-terrain, ils sont 21e en attaque sur demi-terrain. Derrière, il n'y a que des équipes qui tankent, hein. Il y a Brooklyn, Utah, Washington, Toronto, Charlotte, San Antonio, Détroit, Memphis et Portland, hein. Donc, c'est pas des noms extrêmement reluisants, on va dire, mais l'attaque sur demi-terrain est vraiment pas très bonne. Pourtant, c'est une équipe qui, ça c'est un point, j'aurais peut-être dû le garder dans les points positifs ou dans les trucs des sports, mais c'est une équipe
qui dans le clutch ne pâtit pas tant que ça finalement de cette attaque très mauvaise, parce qu'ils sont 8e en pourcentage de victoire de toute la ligue. Les Bulls d'ailleurs sont devant, c'est assez incroyable d'être aussi fort dans le clutch et d'avoir un bilan aussi peu reluisant, on va dire. On est nul sur le reste des matchs, qu'est-ce que je te dise? C'est pas le sujet, mais quand même. Ouais, parce que au-dessus, il y a Dallas, Lakers, Denver, OKC, Boston, Milwaukee, donc que des équipes à plus de 50%, voire même des équipes à plus de 70% pour Boston et OKC. Milwaukee, les Bulls, voilà. Bon, écoute. Non, mais toujours est-il que cette attaque d'Orlando, elle est assez faible déjà parce que il y a une certaine inefficacité de la part de leurs meilleurs scoreurs, que ce soit Paolo Banchero, que ce soit Franz Wagner, on va dire, c'est pas les scoreurs qui sont les plus efficaces de la planète. Même Jalen Suggs, finalement, qui est un peu une espèce de troisième option en attaque, entre guillemets, est pas non plus très efficace. Donc, c'est une attaque assez prévisible, on va dire. Elle est d'autant plus prévisible que c'est l'équipe qui tente le plus de tirs près du cercle. Ils sont à 38,6. C'est une des équipes qui tente le moins de mi-distance aussi. Ils sont 26e en mi-distance. Globalement, il n'y a que les mi-distances à peu près de Paolo Banchero et de Frank Wagner. C'est un peu tout. C'est une vision, j'allais dire analytique, mais même pas, parce qu'ils sont 27e en fréquence de 3 points aussi. Donc en fait, c'est attaquer le cercle globalement pour aller chercher des lancers francs. Et c'est ce que je disais en off juste avant, c'est que ils sont à 38,6. Les deuxièmes sont les Lakers à 35,9. Et cet écart de 2,7 entre le premier et le deuxième, c'est l'écart entre les Lakers qui sont deuxième et les Bulls justement qui sont 16e. Donc, il y a autant d'écart en termes de pourcentage près du cercle entre le premier et le deuxième qu'entre le deuxième et le 16e, pour dire à quel point Orlando est un peu dans une galaxie, on va dire, à eux tout seuls au niveau des pourcentages de tirs des pourcentages de tirs pris près du cercle. Et ça, c'est ce qui m'inquiète un petit peu, parce que si on se projette sur d'éventuels match-ups de playoff, ça part peut-être sur du Miami, ça part peut-être sur du Philly, ça part peut-être sur du New York, ça part peut-être sur du Milwaukee. En fait, c'est des équipes qui soit sont très bonnes pour empêcher l'accès au cercle, Miami, qui a le deuxième meilleur pourcentage de tirs pris par les adversaires près du cercle, il n'y a que Golden State où les adversaires prennent moins de tirs près du cercle. Milwaukee est 5e. Et après, si tu pars en termes d'efficacité, eh ben, Miami est beaucoup plus bas, par exemple, ils sont 27e. C'est-à-dire que les équipes adverses du Heat tentent peu de tirs près du cercle, mais lorsqu'ils tentent des tirs, les tirs sont très efficaces. Par contre, Cleveland, en termes d'efficacité, est deuxième. Il n'y a que OKC qui protège mieux le cercle en termes d'efficacité. Boston est quatrième, même si je ne pense pas qu'ils auront affronté Boston, sauf s'ils passent un tour. New York est sixième. Et Indiana est 10e, alors qu'on pouvait critiquer la défense d'Indiana. Donc, c'est une attaque assez prévisible sur demi-terrain. C'est une attaque qui se repose beaucoup sur la capacité à aller chercher des lancers francs, à agresser le cercle, et face à des équipes soit capables de réduire la fréquence adverse près du cercle, soit de bien défendre ses tirs près du cercle. C'est un point où je me dis, une attaque déjà pas terrible, est-ce qu'elle est vraiment viable avec ce système de jeu-là face à des bonnes défenses près du cercle? Et je rajouterai un point en disant que c'est une équipe qui provoque beaucoup de lancers francs, et on sait qu'en play-off, la tendance à siffler, même si globalement ça siffle beaucoup moins depuis le break et ça n'empêche pas le Magic d'avoir toujours beaucoup de lancers, la tendance à siffler est un peu moins importante. Donc ça fait plusieurs facteurs qui font que cette attaque, pour moi, elle est pas forcément gage de garantie, on va dire. Oui, et puis il y a aussi, j'ai envie de te dire, peut-être peu d'espoir de la voir évoluer, parce qu'on est assez contraint par une question d'effectif de personnel, au final. C'est-à-dire qu'ils jouent sur la force, parce qu'on parle des fréquences, mais aussi, tu vois, tu disais qu'ils tirent peu à 3 points à mi-distance. En même temps, ils n'y sont pas efficaces. Donc, pourquoi insister à ce niveau-là? Et par contre, moi, ce que j'ai trouvé un peu paradoxal, c'est que c'est une équipe qui court pas tant que ça. Vu qu'ils sont pas très efficaces en demi-terrain, on pourrait penser qu'ils jouent beaucoup en transition. Et alors qu'ils provoquent en plus pas mal de turnover, je pense qu'on pourra en parler. Et pourtant, en fréquence de transition, ils sont 24e de la ligue. En plus, en efficacité, ils sont pas terribles non plus, ils sont 23e. Du coup, voilà, c'est pas une équipe qui court beaucoup. Ils font avec leurs forces et leurs faiblesses. Et malheureusement, bon, il y a peut-être peu d'espoir de les voir transcender tout ça. Tu parlais de playoff Jimmy. On ne croit pas trop au playoff Magic pour l'attaque, quoi. Non, mais comme tu l'as dit, c'est une équipe qui, de par le fait qu'elle manque aussi de shot-making et de capacité à se créer son tir, est obligée de se remettre à ses tirs près du cercle. Normalement, les équipes, on va dire, qui prennent des tirs très analytiques, à savoir beaucoup de tirs près du cercle et peu de tirs à 3 points, c'est justement des équipes jeunes qui n'ont pas forcément la capacité de création et qui du coup se remettent sur des tirs, on va dire, très rémunérateurs pour pouvoir essayer de marquer. C'est ce qu'a fait Memphis notamment toute la saison. C'est ce qu'a fait Cleveland, malgré le fait qu'il y ait Donovan Mitchell et Darius Garland toute la saison aussi. Et en fait, le Magic, c'est que c'est une attaque d'équipe de loterie, mais que leur défense est tellement élite que ça en devient une très bonne équipe.
Donc, c'est un point qu'il faut surveiller. Et effectivement, à quel point la défense, c'est un peu ce que Ben a parlé lors du podcast sur les Wolves aussi, à quel point la défense peut suppléer, ou en tout cas peut compenser les lacunes offensives que tu peux avoir, notamment sur demi-terrain. Voilà. Et dans des match-ups, en plus de ça, où tu peux avoir Bam Adebayo en protecteur de cercle, où tu peux avoir Brook Lopez plus Giannis Antetokounmpo en protecteur de cercle, ou bien la défense collective des Knicks plus potentiellement du Mitchell Robinson face aux Knicks, ça m'inquiète un petit peu aussi. Bon, tu as commencé à parler de l'espoir, c'est vrai qu'on le dit depuis le début. Le Magic, c'est une excellente défense, donc c'est peut-être là-dessus qu'il va falloir s'appuyer, notamment puisque en face aussi, tu les as cités, mais il n'y a pas forcément que des excellentes attaques. Donc est-ce que le motif principal, c'est cette défense excellentissime qui a quelques qualités qui pourraient être leur salut dans cette campagne? Oui, bah de toute façon, ce sera, si jamais ce Magic venait à passer un tour, de toute façon, ce sera la seule opportunité. C'est-à-dire que depuis le break, c'est la première défense de NBA et loin devant, là aussi. Il y a 2,1 d'écart, donc il y a autant d'écart entre eux qui sont premiers et leurs voisins de Floride que sont le 8 qui est deuxième, qu'entre le 8 qui est deuxième et OKC qui est septième. Donc là aussi, ils ont créé un petit gap. Puis effectivement, c'est une équipe qui fait perdre énormément de ballons à l'équipe adverse, qui joue avec une pace qui est finalement très lente, même si la pace, de par le fait que tu provoques des pertes de balles, est augmentée, parce que c'est quand même la 26e pace de NBA. Il n'y a que Boston, Cleveland, Philly et New York. Bon, New York, c'est incroyable la lenteur du jeu des Knicks. Mais oui, c'est une défense qui est excellente et c'est marqué par un homme deux hommes, on va dire. Déjà, ils ont de la longueur. Avant de rentrer peut-être dans le côté individuel, déjà, ils ont de la longueur. Paolo Banchero, Wendell Carter Jr., Franz Wagner, même Gary Harris, sans parler de Jalen Suggs. En termes de longueur, d'envergure de bras, c'est une équipe qui déjà a des capacités physiques qui sont prépondérantes, ou on va dire qui sont positives. J'ai pas le mot que je voulais chercher, mais non, des prédispositions, voilà, c'était le mot que je cherchais. C'est une équipe qui a des prédispositions pour bien défendre. Et en plus, voilà, c'était déjà le cas l'an dernier. On avait vu qu'il y avait déjà quelques préceptes défensifs instaurés par Jamal Mosley. Et c'est une équipe qui, contrairement par exemple à ce que peut faire OKC, parce que en gros, c'est les deux équipes qui provoquent le plus de pertes de balles chez les équipes adverses en NBA cette saison. Et OKC, on voit que si tu n'arrives pas à provoquer de perte de balles, la défense est un peu plus faible, un peu plus friable, voire beaucoup plus facile si tu n'arrives pas à faire la perte de balle, à compenser sur le second rideau. Ouais, à déséquilibrer, c'est ça. C'est que vu que tu joues beaucoup l'interception, tu peux être parfois mal positionné sur certaines séquences si tu n'arrives pas à piquer la balle. Là où je trouve que le Magic est meilleur sur cette capacité à recovery, à faire les aides, par exemple, si tu n'arrives pas à intercepter la balle. Puis après, oui, effectivement, c'est en partie grâce à l'ajout d'un homme qui a quand même loupé 2 saisons pleines et qui revient là. Bon, il joue 15 minutes, il sera pas dans les halls defensive, ça m'embête un petit peu. Mais c'est Jonathan Isaac qui est sur des standards. Alors, défensivement, on le savait, on connaissait le profil avant même sa blessure, mais c'est-à-dire que là, le on-off de Jonathan Isaac, si on prend en centile, il est 94e de la ligue en on-off, en différentiel on-off. Le net rating du Magic lorsque Jonathan Isaac est sur le parquet, il est de 13,57. 13,57. C'est-à-dire que c'est plus que Jason Tatum, c'est plus que Derrick White, on n'est que dans des standards de OG Anunoby avec les Knicks sur un nombre de minutes beaucoup plus faible qui est aussi élevé. Et justement pour dire à quel point Jonathan Isaac, malgré son statut ailier, et même si ce n'est pas un pivot, à quel point c'est une encre défensive, le rating défensif du Magic sur les matchs que joue Jonathan Isaac, lorsqu'il n'est pas sur le parquet, il est de 114. Le rating défensif sur les matchs que joue Jonathan Isaac, lorsqu'il est sur le parquet, il est de 104. Il y a 10 points de différence sur le rating défensif. Donc voilà, c'est un défenseur exceptionnel. C'est un défenseur qui fait quasiment un 6e défenseur, tellement il y a de la mobilité, tellement il y a la longueur, tellement c'est un joueur qui, quand il joue sur une isolation, n'a jamais besoin d'aide. C'est quelqu'un, voilà, exceptionnel, et c'est cette défense du Magic qui leur permet déjà d'être à leur statut, à la place qui est la leur cette saison. C'est peut-être leur salut en play-off s'ils veulent effectivement passer un tour ou s'ils veulent s'inscrire dans une série longue durée,
face à une équipe de la conférence Est, peut-être face à une équipe effectivement qui n'a pas une très bonne attaque et te lancer un petit peu dans un jeu de tranchée, un jeu de gagne-possession et de gagne-points. Et puis il y a un nom que tu avais cité en début de podcast que t'as pas remis là, mais c'est aussi Jalen Suggs qui fait une saison défensive assez incroyable sur le point of attack, qui est d'ailleurs, j'ai vu passer la stat, tiens, je vais shout out Quentin, Spotch of the Year, évidemment sur Twitter, qui avait déterminé, qui était allé chercher sur Basketball Index quel joueur était dans le 90e centile, donc des métriques à 3 points, donc très très bon à 3 points, et de match-up difficulty, donc des adversaires sur lesquels il devait défendre. Et Jalen Suggs faisait partie des 4 joueurs principaux dans cette liste. Donc voilà, quelqu'un qui est vraiment en mission 3&D depuis cette saison, même si effectivement tout s'oriente autour de Jonathan Isaac, c'est beaucoup dire, j'ai envie de dire, mais c'est vrai qu'il facilite grandement ta défense, comme tu l'as dit, par sa capacité à défendre à peu près tout et n'importe quoi, que ce soit on-ball, que ce soit off-ball, sa longueur, sa résistance aussi, moi je le trouve assez résistant au contact, de plus en plus pour absorber et ensuite venir contrer. Il a quand même sorti des comptes. J'imagine qu'il y a quelqu'un qui va s'amuser à faire des compilations de Jonathan Isaac assez extraordinaires. Donc c'est lui, parce que tu l'as dit en filigrane, mais je veux l'expliciter pour suivre la trame. C'est lui pour toi le joueur clé de la campagne des playoffs du Magic? Oui, enfin, en tout cas, c'est lui que tu vas surveiller. Pour moi, est-ce qu'il va être capable d'augmenter son nombre de minutes déjà, parce qu'il joue que 14 minutes de moyenne? Est-ce qu'il est capable de jouer des séquences plus longues? Est-ce qu'il est capable de jouer, je sais pas, 25, peut-être 30 minutes? 30 minutes pour Jonathan Isaac, c'est beaucoup, mais si on regarde son temps de jeu finalement mois par mois, j'avais la stat, je l'ai perdue. Oui, voilà. C'est en progression, tu vois. On commence à 12, 15, et puis là, finalement, sur mars et sur le mois d'avril, on est plus à 17, 18. Donc, petit à petit, ça augmente, mais ça reste quand même assez faible. Aussi parce que, voilà, il défend sur des bancs, hein. Alors, il y a certaines séquences, notamment face aux Clippers, où il a été battu face à Paul George, mais la défense est quand même très bonne. C'est juste que le tir est meilleur, mais il finit les matchs. Mais est-ce qu'il va être capable, voilà. Par exemple, si Jalen Suggs, même si Jalen Suggs ne va pas refuser les match-ups offensives face à des joueurs de qualité, mais si tu te trouves à jouer les Bucks, je suis pas sûr que Jalen Suggs va prendre la match-up sur Giannis Antetokounmpo. Donc, est-ce que Jonathan Isaac est capable de limiter un Giannis là où Suggs va plutôt s'occuper des lignes extérieures? Et puis effectivement, est-ce qu'il va être capable d'être en santé? Est-ce qu'il va être capable de répéter les minutes? Alors bien sûr, c'est un des facteurs, parce qu'on va beaucoup surveiller ce que va faire Paolo Banchero, on va beaucoup surveiller ce que va être capable de faire Franz Wagner, bien sûr. Des joueurs un peu d'impact, entre guillemets, dans le sens où Jalen Suggs est un peu l'un des seuls à mettre à 3 points, comme tu l'as dit, il a 40% cette saison. Est-ce qu'un Gary Harris, est-ce qu'un Joe Ingles, qui sont à peu près les seuls joueurs efficaces, on va dire, de loin, vont être capables de sanctionner si jamais il y a un espèce de mur qui se présente face au Magic pour les empêcher d'accéder à la raquette, peut-être. Mais toujours est-il que pour moi, tu as quand même une encre défensive en Jonathan Isaac. Et si jamais le Magic veut espérer passer un tour, moi, ils ont besoin de Jonathan Isaac aussi bon défensivement, aussi élite défensivement, surtout qui est capable de 1 de pas se blesser et de 2 d'encaisser un volume de minutes plus élevé que ce qu'il fait actuellement. Ouais, et au-delà d'encaisser le volume de minutes, est-ce que t'as pas peur, je pose la question comme ça, mais justement du fait qu'il soit jouable offensivement sur plus de minutes face à des starters? Parce que tu as parlé défensivement, effectivement, il fait une grosse différence. Donc du côté défensif face au banc adverse, est-ce que quand on joue en plus aussi, tu n'auras pas une problématique une fois que tu as Jonathan Isaac sur le terrain, de l'autre côté justement offensivement, c'est déjà compliqué, et là où il est encore un peu timide, même si c'est plus-minus, vu qu'il est en défense, tu l'as dit toi-même, je suis en train de taper dans mon micro, ces plus-minus sont plutôt positifs. Ouais, même si tu prends, mais encore une fois, ça a pondéré parce que c'est face à des bancs, mais si tu prends le rating offensif des trois là, que j'ai cités, Paolo Banchero, Franz Wagner et Jonathan Isaac, lorsque les trois sont sur le parquet, alors c'est arrivé que 141 minutes cette saison, donc c'est vraiment arrivé très peu. Il est à 102, tu vois, d'offensive rating, il est très bas. Par contre, si tu prends le net rating de Jonathan Isaac juste tout seul, donc sans forcément qu'il y ait Paolo Banchero, Franz Wagner, juste tu prends le rating que j'ai cité là, le 13,57, offensive rating, il est à 118,4, mais encore une fois, c'est face à des bancs. Après, je trouve que offensivement, c'est pas un non-shooter, il est quand même à 39% cette saison, c'est plus dans le registre d'un Isaac Okoro, c'est plus un shooter en bout de chaîne, quasi inexistant sur l'utilisation offensive de mi-terrain, que vraiment je sais pas, un Andreo Robertson, par exemple, des grandes années, qui là, pour le coup, était vraiment un profil très handicapant en défense, enfin en attaque, malgré le fait qu'il était élite en défense. Donc, c'est plus sur ça où je me dis que, je sais pas, je pense pas que tu vas pouvoir réellement cibler un Jonathan Isaac en attaque.
Tu peux le forcer, par exemple, à être un shooter à un plus gros volume que ce qu'il fait, puisqu'il en tente moins de 2 par match, mais finalement, c'est 50% de ses tirs, et puis sur 15 minutes, tu peux pas en tenter 7 par match, hormis si t'es, je sais pas, les plus grandes années de Cam Thomas ou de Lou Williams ou de Jamal Crawford sur la fin. Mais non, je pense qu'en attaque, ça va pas forcément. T'as un joueur que tu peux cibler. Il avait fait un gros match c'est contre Sacramento, là, le match qui perd sur un call un peu hasardeux, on va dire, sur De'Aaron Fox, où il met 25 points. Ah, il met 25 points. Ouais, il met 25 points, un gros impact au rebond offensif aussi. Il avait bien imposé sa physicalité face à le secteur intérieur, ou en tout cas face aux ailiers de Sacramento. Donc ouais, pour moi, c'est plus vraiment cette... Est-ce que tu vas être capable d'être aussi élite face aux tout meilleurs attaquants de la ligue, si c'est pas Jalen Suggs, ou alors en relais potentiellement de Jalen Suggs, est-ce que l'impact supplémentaire, enfin, est-ce que tu vas être capable d'avoir cette même capacité à performer défensivement sur un impact de minutes, sur un échantillon de minutes plus élevé? Après, oui, Paolo Banchero va être très surveillé. Est-ce qu'il va prendre beaucoup de pull-up à 3 points, ou est-ce qu'il va continuer d'attaquer le cercle? Est-ce qu'il sera un peu plus dépositaire de jeu via son playmaking, ou est-ce qu'il va s'enfermer un peu dans du scoring qui marche pas très bien pour lui actuellement? Ça, c'est des points qui seront très importants. Mais si le Magic veut passer un tour, ils ont besoin d'une défense élite. Et cette défense élite, elle passe par Jalen Suggs et par Jonathan Isaac. Bon, bah maintenant qu'on a posé les questions, il est temps de se mouiller pour les réponses. J'ai envie de dire, c'est vu qu'on arrive à la demi-heure de podcast, c'est là où on se pose la question du plancher et du plafond de ces équipes dans ces campagnes. Du côté d'Orlando, j'ai l'impression qu'on est à peu près sûr de ce qu'ils vont nous proposer. En plus, c'est une équipe qui est assez stable, enfin, ses résultats sont assez conformes au niveau affiché. D'ailleurs, j'avais vu que leur win differential, donc le fait qu'ils aient eu plus ou moins de la chance, on va dire, par rapport à leur net rating sur leur victoire et leur défaite, est à plus 0,1. Donc, ils sont vraiment exactement là où leur niveau les amène. Donc, j'ai envie de te dire, plancher, plafond, est-ce qu'il y a vraiment une énorme différence entre les deux, Constant? Non, après le win differential, on va dire, moi je suis Il a pas ses limites. Ouais, il a ses limites parce que suffit que tu peux perdre 8 matchs de 3 points et en gagner 6 de 15, et du coup ça ajuste ton net rating. Enfin, comme il est basé en partie sur net rating, ça peut un peu flouer, on va dire, certaines Tout stats. à fait. Mais au niveau du... Non, bah, plancher, c'est premier tour, c'est 4-1. C'est une équipe qui finalement n'arrive pas à exister offensivement, et qui défensivement... Enfin, un peu comme ce que pourraient avoir les Wolves, mais à une échelle encore plus élevée. C'est-à-dire que l'attaque n'est pas suffisante pour combler, enfin la défense n'est pas suffisante pour combler les manquements en attaque. Et en plus, le plafond playoff font que peut-être qu'un Paolo Banchero, enfin c'est un groupe qui globalement va découvrir les playoffs quasiment pour tout le monde, hein. Voilà, Gary Harris a joué des playoffs oui, il joue des playoffs du côté de Denver. Il me semble qu'il n'est pas encore tradé à ce moment-là. Joe Ingles a joué des playoffs du côté Jazz. de Utah, ouais. Markel Fultz, est-ce qu'il joue en playoff? Ça, c'est une bonne question. Il me semble pas qu'il joue en playoff. Je crois qu'il est santé, blessé. là. Je crois qu'il est blessé, mais toujours est-il que voilà, tes joueurs majeurs et même ton coach, hein, vont découvrir les playoffs. Donc à voir comment ça va se dérouler pour eux. Et puis au niveau du plafond, j'ai du mal à voir cette équipe passer un tour. Très honnêtement, au niveau des match-ups, j'essaye de me projeter un petit peu sur les match-ups. Tu regardes peut-être que Cleveland, et encore, je trouve que Cleveland, potentiellement dans un registre de playoff sur une série très défensive, pourrait trouver les solutions en vraiment bouchant l'accès au cercle, plus, allez, on va dire le secteur intérieur où ils auraient un avantage de taille, quoique, parce que finalement, Paolo Banchero plus Wendell Carter, c'est plutôt grand, on va dire, pour une rotation 4-5. Mais il trouverait quand même les solutions, même si, voilà, t'aurais du Jalen Suggs sur Donovan Mitchell, mais je vois plutôt Cleveland favori, même si, pour moi, c'est peut-être même la série où ils ont le plus de chances de passer. Face à New York, ils étaient à 3 victoires, une défaite sur les 4 confrontations de saison régulière, mais j'ai du mal à les voir sortir New York. Je trouve que le gap entre le meilleur joueur d'Enix, qui est Jalen Brunson, et le meilleur joueur du Magic est trop élevé. Plus c'est une équipe qui défensivement est capable de cadenasser aussi le Magic, et offensivement d'avoir bien plus de solutions, notamment en donnant beaucoup plus de volume à des DiVincenzo sur du jeu off-ball, etc., etc. Après, si tu arrives sur une chute au classement et que tu tombes sur du Milwaukee, bah là, pour le coup, ça va être très compliqué. Il reste... Philly, tu vois, Philly, par exemple, si jamais ils viennent à faire, je sais pas, deuxième, et que Philly remonte à la 7e place sur un miracle, j'y crois pas, hein, mais le fait d'avoir Joel Embiid peut être potentiellement un espèce de bracket killer, dans le sens où le retour de Joel peut venir semer un peu la zizanie dans les brackets du premier tour de la conférence Est. Donc ouais,
Reste Miami. Miami, on connaît Miami, on sait comment ça va se passer. Bam Adebayo, Jimmy Butler. Le Heat, finalement, à partir du moment où il n'y a pas toutes ces blessures, est quand même une meilleure équipe que le Magic. Moi, c'est une équipe qui est un peu limitée au niveau de son plafond en playoff, tant que l'attaque n'est pas assez bonne. C'est une équipe excellente en saison régulière parce que la défense peut suffire sur un match, mais sur une série entière avec des adaptations d'un côté comme de l'autre, j'ai vraiment du mal à voir cette équipe passer un tour. Je ne vais pas te paraphraser, hein, évidemment. Je pense que tu as fait à peu près le tour. C'est vrai que sur la longueur d'une série, notamment ce qu'on a parlé du personnel du côté d'Orlando, c'est vrai qu'avec les adaptations qui peuvent arriver, notamment les équipes que tu as citées qui sont plus expérimentées qu'eux, c'est vrai qu'on a peut-être un peu peur des adaptations possibles, notamment offensivement, du côté du Magic, alors que de l'autre côté, on va peut-être commencer à voir les clés de comment justement on va se dessiner cette attaque de playoff du Magic autour de Paolo Banchero notamment. Et pouvoir au fur et à mesure les canasser, leur poser de plus en plus de soucis. Donc c'est vrai que, bon, voilà, ce que je disais, la limite plancher-plafond du côté d'Orlando semble être à peu près la même. Vu qu'on arrive au bout, je ne sais pas, est-ce que tu as ajouté quelque chose que tu n'as pas pu caler autour de ce Magic avant qu'on dise au revoir à nos chers auditeurs? Non, mais justement, au niveau de ça, sur le fait que même au niveau du personnel, finalement, les équipes en face ont quasiment toutes plus d'adaptation au niveau juste du personnel et pas forcément au niveau des schémas. Là où le Magic, le jeu en attaque est assez stéréotypé. Ils vont pas se lancer dans une bataille d'adresse à 3 points, ils vont pas se lancer dans un concours de pull-up à mi-distance entre deux superstars. Tu sais que globalement, ça va attaquer le cercle et que si tu affrontes le Magic et que un petit peu les four factors qui sont souvent cités, si tu limites les turnovers et le pourcentage de lancers francs que tu leur donnes, alors c'est plus difficile à dire qu'à faire, hein. Enfin c'est plus facile à dire qu'à faire parce que toutes les équipes essayent de le faire cette saison et ça ne fonctionne pas face au Magic, mais on va dire que je suis pas sûr que l'équipe qui se retrouve à jouer le Magic au premier tour se dise que c'est un tirage difficile. Je pense que c'est une équipe qui peut être accrocheuse en fonction des match-ups. Mais c'est une équipe qui sera trop limitée, je pense, de par l'absence du meilleur joueur et de par l'attaque assez stéréotypée, du manque d'alternatives au registre offensif. Une équipe qui peut fatiguer aussi Oui. l'équipe adverse à les jouer, donc je pense que tu n'as pas forcément envie de ça. Mais quoi qu'il en soit, ce sera, voilà, comme on l'a dit, c'est une expérience pour tes joueurs majeurs, tes joueurs principaux, ton coach. Ça te permet de raffiner aussi ton identité, peut-être identifier un peu plus tes besoins à court terme du côté du Magic. Quoi qu'il arrive, c'était une saison inattendue, donc c'est plutôt positif. On aura l'occasion d'y revenir probablement, puisqu'ils seront là pendant les playoffs. On a dépassé la demi-heure, mais on est à peu près dans les créneaux du moment. Donc merci beaucoup Constant, merci à nos chers auditeurs et auditrices comme d'habitude de nous avoir écoutés tous les jours en ce moment. Vous êtes assez nombreux et nombreuses, donc merci d'être avec nous. Et on se donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode de Dunk Hebdo. Salut! Salut!